Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Un an après, Mar-et-Terra. En 2024, le nouveau quartier sur la mer était inauguré par la famille princière après un peu moins de 10 années pour le construire. Avec lui, des ambitions et des promesses ont-elles été tenues? Premier bilan dès le début de ce journal. Ce 4 décembre, nous fêtons la Sainte Barbe, la sainte patronne des pompiers. Une tradition qu'honorent chaque année les sapeurs-pompiers de Monaco. Vous découvrirez les images des célébrations et nous serons en duplex avec le lieutenant-colonel Maxime Ivrard. Le Conseil national a fait le plein hier soir pour une grande réunion publique sur la mobilité, un sujet qui continue d'alimenter les débats, vous le verrez. Jermaine Jackson à Monaco, le frère de Michael, a annoncé hier l'ouverture prochaine d'un grand musée sur la Côte d'Azur consacré aux collections artistiques de la famille Jackson et du roi de la pop. Tous les détails sur le Michael Jackson Museum à suivre dans ce journal. Et puis c'est l'étoile montante de la boxe. Hugo Mikalev n'a aucune défaite à son actif depuis ses débuts en professionnel. Il vise désormais la ceinture européenne et combattra à la Salle des Étoiles samedi. Le Monégasque nous a accueillis pendant son entraînement. C'était il y a tout juste un an, le 4 décembre 2024, la famille princière inaugurait Mar-et-Terra, un nouvel écoquartier entièrement bâti sur la mer et qui aura permis d'augmenter de 3% le territoire de la principauté. Avec son large complexe résidentiel et ses commerces, quel premier bilan tiré de ce projet pharaonique? Sarah Nkari et Thomas Deus ont assisté à la conférence de presse d'anniversaire ce matin. Après presque 10 années de construction, Mar-et-Terra a écrit les premières pages de son histoire. En un an, le quartier a vu évoluer la vie sous ses yeux. La promenade du Petit Portier, la vallée et les espaces publics verdoyants accueillent chaque jour de nombreux visiteurs. On voit une très forte affluence de public, de familles, de passants, les week-ends, mais également en semaine. C'est aussi un lieu communautaire où on a pu partager avec les membres des équipes du gouvernement, notamment les jardiniers, qui ont pris à cœur de vraiment bien planter, d'entretenir et qui sont très fiers de ce jardin. Mais on a pu créer des ateliers de rencontre entre la population et les jardiniers pour expliquer, pour répondre aux questions. Donc c'est un lieu, je pense, de vie apaisé, sans circulation. Ils ne sont pas toujours fréquents en principauté, donc c'est probablement cela que les gens cherchent quand ils viennent déambuler dans ce quartier. Pensé et conçu comme un écosystème urbain durable, Mar-et-Terra est devenu la vitrine de l'engagement écologique de la principauté. L'opération emblématique, c'est la transplantation de Posidonie, les petites taches qui étaient dans l'emprise du projet qui ont été transplantées dans la réserve du Larvoto, un peu moins de 500 mètres carrés. Et c'était une première mondiale avec des moyens qu'on n'avait jamais mis en place jusqu'alors. Et cette opération a eu un succès incroyable puisque la Posidonie a non seulement survécu, mais maintenant se développe extrêmement rapidement. Et voilà, c'est une opération qui fait école, qui a été présentée récemment jusqu'aux États-Unis et dont on est très fiers évidemment. Au-delà de la prouesse d'ingénierie, cette extension en mer de 6 hectares s'impose comme un levier pour l'attractivité économique, notamment grâce à ses 125 appartements et villas. Il y a à peu près 80% des appartements qui sont occupés ou en rénovation. Il reste à peu près 20% où les gens ne sont pas encore décidés, où ils sont en train de travailler sur leur projet de vie, sur l'aménagement. Ce qui est après un an, c'est tout à fait admirable et on voit le dynamisme en fait de ces résidents. Alors, puis le pari est gagné pour Monaco parce qu'en fait le pari c'était d'attirer de nouvelles familles et à peu près 50% des nouveaux résidents sont de nouveaux résidents à Monaco. Pour son premier anniversaire, le quartier de Mar-et-Terra prouve qu'il est un atout majeur pour la principauté. L'artiste Vanessa von Sitzewitz l'a photographié sous tous les angles pour l'occasion. Son exposition est à découvrir jusqu'à jeudi prochain, le 11 décembre. Ce 4 décembre, c'est aussi la fête de la Sainte Barbe, la patronne des pompiers, mais aussi des mineurs et d'autres métiers liés au feu et aux explosions. C'est une tradition qui a un grand écho chez nous et que célèbrent bien sûr les sapeurs-pompiers de Monaco. Alors nous ne pouvions nous passer d'une entrevue avec l'un d'eux. Lieutenant-colonel Maxime Ivrard, bonsoir. Bonsoir. Chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de cette date que vous connaissez bien. D'abord, que représente cette journée pour les sapeurs-pompiers de Monaco et pourquoi reste-t-elle un moment si important dans la vie du corps ?
Alors c'est un moment important parce qu'elle rassemble toutes nos autorités jusqu'au plus haut niveau, puisque le prince nous fait l'honneur de venir à chaque fois être présent à la cérémonie de la Sainte Barbe. Donc c'est pour nous une fierté de pouvoir échanger avec lui exposer l'activité écoulée durant l'année et puis tous les grands moments, que ce soit opérationnels ou institutionnels, qui se sont déroulés. Et alors comment se déroule justement cette célébration en principauté? Que s'est-il passé ce matin? Alors ce matin, ça commence par une cérémonie religieuse qui a été présidée par l'archevêque de Monaco. Et puis après, on passe sur un discours. Je fais un discours dans lequel je présente les grands moments de l'année. Et puis après, on passe à la partie cocktail où on a le temps d'échanger avec l'ensemble des personnalités et des personnes qui sont présentes, puisque c'est également le moment de dire merci à tous les services de l'État, à tous nos partenaires qui nous aident au quotidien pour mener à bien nos missions. Et puis j'oublie pas quand même, c'est aussi le rendez-vous pour que nos anciens participent et reviennent dans leur maison qui était la leur pendant des dizaines d'années quand ils étaient en activité. Et justement, vous l'avez dit, cette célébration est l'occasion de mettre en lumière vos activités. On vous découvre un peu plus dans chaque épisode du magazine Immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco, réalisé par Alban Jean-Jean. On découvre votre quotidien, on voit vos difficultés aussi. Être sapeur-pompier aujourd'hui à Monaco, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Je vais dire c'est exigeant, c'est un dévouement total pour le métier. Nous avons la chance d'avoir un statut militaire, donc les militaires qui intègrent le corps des sapeurs-pompiers arrivent déjà avec l'état d'esprit de servir. Et de servir malheureusement parfois jusqu'au sacrifice. Et on ne le souhaite jamais, mais on fait un métier dangereux, de plus en plus technique. Malheureusement parfois on doit payer de sa vie pour aller sauver les autres vies. Est-ce que le métier a évolué depuis quelques années, sur le plan technique, des innovations, ou sur le plan de la pénibilité par exemple? Est-ce qu'il est plus difficile que jadis? Alors il est plus difficile de par déjà la nature des risques. Les risques ont largement augmenté avec l'arrivée des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies. Je vais parler d'un exemple tout simple, l'électrification des véhicules, bientôt l'arrivée de l'hydrogène. Donc ça génère de nouveaux risques pour lesquels nous sommes obligés de nous former et puis de nous équiper. Donc derrière le métier de pompier, quand vous voyez sortir des véhicules d'une caserne, il y a l'arrière-boutique, en fait, c'est de longs moments de préparation, en formation, en maintien des acquis, en entraînement, et puis c'est de l'acquisition de nouveaux moyens pour faire face à ces nouveaux risques. On a de la chance en principauté, puisque nous sommes suivis dans ces investissements, qu'ils soient en formation, en technique ou en effectif, de pouvoir couvrir ces risques dans des conditions très bonnes. Mais on sait justement que vous réalisez régulièrement des exercices grandeur nature dans des lieux de la principauté pour vous former au terrain. Ça montre justement que vous êtes prêt à tout. Nous sommes prêts, je ne sais pas si nous sommes prêts, parce qu'on peut dire qu'on est prêt le jour où on doit faire face à un événement. En tous les cas, on s'y prépare du mieux possible et effectivement, tous les jours, il ne se passe pas une journée sans qu'on fasse de l'entraînement, de la formation. Alors parfois, c'est dans les casernes, c'est plutôt discret. Et puis parfois, c'est à l'extérieur, dans des bâtiments, dans des nouvelles infrastructures, pour connaître ces bâtiments, éviter de les connaître le grand jour et connaître aussi les gens qui travaillent dans ces bâtiments pour que les relations soient fluides et qu'elles soient elles-mêmes initiées à nous accueillir quand on arrive pour gagner du temps. Le métier de sapeur-pompier, en fait, c'est lutter contre les secondes qui s'écoulent, que ce soit pour sauver une vie ou pour intervenir sur un feu, puisque les courbes de développement des incendies sont de plus en plus importantes. Et donc notre intervention doit être rapide et massive. En tous les cas, c'est la doctrine qu'on applique en principauté, donc intervenir rapidement, efficacement, pour circonscrire un événement de telle sorte qu'il ne nous échappe pas et qu'il ne mette pas en péril davantage de personnes, et puis qu'il ne soit pas non plus une gêne pour l'activité et pour la vie en principauté,
puisque quand on se déplace, généralement, on se déplace avec beaucoup de véhicules, on peut gêner la circulation, enfin perturber la vie en principauté, et on est très attentif à cela pour que nos interventions soient le plus efficaces possible. Alors si vous deviez faire un bilan de cette année 2025, quel serait-il ? C'est un bilan qui, je dirais, les années se suivent et se ressemblent au niveau de l'activité opérationnelle, puisqu'on continue encore d'avoir une augmentation du nombre d'interventions. Cette année, pour la première fois dans l'histoire du corps, on va dépasser les 10 000 interventions sur la principauté et les communes rattachées, puisqu'on a une petite partie de notre territoire d'intervention qui est en France. Et puis cette année, ça a également été marqué par l'approbation par le prince souverain du plan d'évolution du corps qui va s'étaler sur une dizaine d'années, validé par le conseil de gouvernement et dont la première tranche a été votée par le conseil national au moment du budget rectificatif 2025. Et puis les autres tranches vont faire l'objet des discussions très prochainement pour le budget primitif 2027 et puis 2026 et puis après la suite jusqu'à l'échéance du plan qui est prévue en 2034. Lieutenant-colonel Maxime Ivrard, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'occasion de la tradition de la Sainte-Barbe que nous célébrons donc tous les 4 décembre. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. Prenons maintenant la direction du Conseil national où s'est tenue hier une réunion spéciale consacrée à un sujet qui fait beaucoup réagir en principauté, la mobilité. Échange et débat étaient au menu dans un grand hémicycle qui affichait complet. On fait le point avec Christinda Petit-Homel et Sylvain Péroumal. À Monaco, la mobilité n'est pas un thème comme les autres. C'est le sujet du quotidien qui suscite discussions, propositions et parfois frustration. Un accident, une averse, un match de foot ou encore un événement tel que le yacht show et tout se grippe. Les axes routiers saturent, les automobilistes s'enlisent et chacun se retrouve bloqué des heures durant dans sa voiture. Alors, pour sortir de cette spirale infernale, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, et les élus ont choisi d'ouvrir grand les portes du Conseil national et d'écouter ceux qui vivent ces difficultés chaque jour pour tenter de trouver ensemble des solutions. Un sujet, vous l'aurez donc compris, délicat et complexe, la mobilité touchant les monégasques, les résidents et les pendulaires. Il faut encourager déjà des mesures qui permettent de faciliter le transport urbain ou la circulation piétonne. Ça, c'est une évidence, pas à n'importe quel prix non plus. La présence humaine au carrefour et au rond-point permet finalement de réguler cette circulation et de faire avancer les véhicules qui peuvent bloquer toujours un rond-point, mais ça bloque le rond-point suivant et ça remonte de plus en plus haut. Donc je pense que l'intervention humaine, déjà, est ce que nous avons demandé au gouvernement de développer justement une brigade qui serait affectée uniquement à la circulation et pas envoyée sur d'autres événements. Après, les parkings ont encouragé les stationnements, pas décourager le stationnement, comme c'est le cas parfois. Encourager les deux roues plutôt que les véhicules, les pistes cyclables également. Donc il y a plein de mesures. C'est pas une seule mesure qui va faire en sorte que ça va régler tout le problème. C'est tout un ensemble de mesures, mais qui doivent être étudiées dans un ensemble. Il y a cette question du métro qui pour moi, même si il y a des propos négatifs qui ont été tenus dans la presse par le ministre des Transports, par un président de région, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher le morceau. Nous ne demandons pas de réaliser le métro demain, mais nous demandons de l'étudier. Aujourd'hui, les chiffres qui nous sont communiqués par le gouvernement sont sans appel. Jusqu'en 2040, on pourra, par le biais de petites mesures ou autres, par le biais du train, combler les besoins. Au-delà de 2040, on n'y arrivera plus. Donc 2040, c'est demain, c'est 15 ans, mais pour un gros projet comme ça, 15 ans, c'est pas suffisant. Donc il faut dès aujourd'hui réfléchir à des solutions pour l'avenir. Écoute, engagement et volonté d'agir, une soirée qui marque une nouvelle étape dans la réflexion sur la mobilité et un Conseil national déterminé à poursuivre le travail avec le gouvernement, mais aussi avec et pour le public. Parlons innovation. Le Demo Day de Monaco Tech a fait son retour la semaine dernière. Les startups les plus prometteuses de la principauté y ont présenté leurs projets devant un parterre d'investisseurs, partenaires et médias. De l'alimentation durable à l'intelligence artificielle, toutes les idées étaient les bienvenues et laissaient entrevoir les talents et technologies de demain. Reportage de Vanessa Dessy sur les images de Camille Caloni.
L'innovation en première ligne, les Demo Days mettent en lumière les startups les plus prometteuses qui présentent en quelques minutes leurs projets et leurs visions devant investisseurs, partenaires et médias. Un concentré d'idées neuves et d'opportunités pour booster le développement des jeunes entreprises. C'est le cas de DataGreen qui conçoit des data centers éco-responsables. Monaco est un territoire compact et donc vraiment propice à ce déploiement de data centers décentralisés, à la fois souverains et éco-responsables, parce qu'on est aligné avec la vision de la principauté. On envisage notre expansion européenne et internationale. On commence à se déployer en France, en Europe, mais maintenant Monaco peut apporter ce coup de boost à DataGreen, au développement commercial et aussi à la fois à continuer le développement de nos produits par des technologies créées par DataGreen Monaco. Parmi les startups, KLA Digital accompagne quant à elle les entreprises locales et internationales pour déployer l'IA en toute sécurité et conformité, renforçant ainsi la confiance dans l'innovation technologique. Il y a beaucoup d'aides sur l'implémentation d'entreprise, sur comment définir quel statut nous convient le plus, comment commencer, et beaucoup d'aides aussi sur comment définir l'entreprise, trouver le market fit, trouver comment définir notre produit pour être plus intéressant pour nos clients et pour les investisseurs, pour ceux qui en recherchent. L'idée, c'est de trouver des partenaires pour pouvoir commencer la distribution de notre plateforme et potentiellement des clients auprès de grands groupes. L'événement se voit comme une vitrine dynamique qui illustre le potentiel de l'écosystème monégasque et l'élan des startups vers l'innovation et la croissance. C'était la grande annonce de ce mercredi. Jermaine Jackson, de passage en principauté à l'occasion du gala de Noël du magazine de Monégasque, a annoncé hier son souhait de créer un musée consacré aux collections artistiques de la famille Jackson, avec bien sûr un grand nombre d'œuvres réalisées par le roi de la pop, Michael lui-même. Alexandra Pani et Alexandra Paolini ont pu rencontrer le 4e enfant de la fratrie Jackson au Yacht Club de Monaco pour tous les détails sur ce futur musée. Le roi de la pop était un artiste complet. L'on connaît Michael Jackson pour sa musique, mais il était aussi passionné de peinture et sculpture. L'un de ses grands frères, Jermaine, a mûri depuis plus de 5 ans maintenant le projet d'un musée pour promouvoir l'héritage artistique de toute la famille Jackson. It's called the Treasures Collection, done by my late brother Michael, and it's 200 some pieces, and we want to have it here. And I think it would be great because Monaco is very special for us. In the museum would be artifacts of different family members and things that are dear to us. We want to make it special. I call it a showseum, but because we like to give show, we like to entertain, and we like to give that wow factor. I would love to tell the story of the different pieces on the canvas. And when we come up to the Jackson 5 years, we would have a DJ to play maybe 15 to 30 seconds of I Want You Back, and I go back into the narrative part. And that's an exhibition that I want to do. Le lieu ainsi que la date d'ouverture du musée restent pour l'heure inconnus, mais la collection est-elle estimée à 1,6 milliard de dollars. Sur les 200 œuvres attribuées à Michael Jackson, l'on compte 120 peintures. Ces peintures sont très intéressantes parce qu'il y a quelques peintures qui étaient demandées par le président Reagan. Donc il a fait portrait du président américain. Il y a aussi quelques personnages de Disney que Michael il aime beaucoup, il a aimé beaucoup tout ça. Et il a avec Andy Warhol, ils ont fait Marilyn Monroe et tout, à 4 mains. Donc il y a vraiment une collection très spéciale. Donc l'idée c'est de faire construire le musée ici. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, ces processus normalement sont longs. Mais avant ça, elle m'a promis, elle dit, écoute, j'aime beaucoup Monaco. Et peut-être on fait une première mondiale, une exhibition à Monaco. Une exposition qui devrait donc voir le jour à la fin de l'année prochaine ou courant 2027 au plus tard. Elle dévoilera en avant-première une sélection parmi les 500 œuvres qui seront par la suite exposées au sein du futur Jackson Museum. Une affaire à suivre.
Le Monaco Press Club, rendez-vous des journalistes et professionnels de la communication en principauté, invite régulièrement des personnalités pour un temps d'échange. Et hier soir, c'était au tour de Louis Ducruet de passer au micro du club. Un moment qui a permis d'en savoir un peu plus sur le neveu du prince souverain et surtout sur son engagement à la tête des Barbades-Jean de Monaco. Retour sur cette soirée avec Alban Gingembre et Camille Caloni. Jeune père de famille, membre de la famille princière ou encore président des Barbades-Jean de Monaco, les sujets autour de Louis Ducruet ne manquent pas. Dernière actualité en date, l'annonce de la 6e Fight Heads Cup le 24 janvier prochain qui opposera les Barbades-Jean au Cirque FC. L'occasion de revenir sur cette équipe de football chère aux yeux de son président. C'est quand même un héritage familial aussi, parce que c'est mon oncle qui m'a donné le flambeau il y a quelques années de ça, et aujourd'hui c'est vrai que ce qu'on en a fait de son équipe de copains, une association reconnue à Monaco et à l'international pour faire des matchs caritatifs et faire le bien autour de soi, je pense que lui il en est fier et moi qu'il lui en soit fier, j'en suis le plus heureux. Au programme pour les Barbades-Jean, des voyages, des matchs et des rencontres pour le plaisir, mais surtout pour les bonnes causes. Ce sera l'un des grands événements du week-end en principauté. Le boxeur monégasque Hugo Mikalev tentera de décrocher samedi soir à la Salle des Étoiles la ceinture IBF des super légers. Quelques jours avant son 12e combat professionnel, Frédéric Hélion et Thomas Deus l'ont rencontré pendant sa préparation. Depuis ses débuts en professionnel, il n'a jamais connu la défaite. 11 combats, 11 victoires, dont 3 par KO. Hugo Mikalev est invaincu sur les rings en pro et compte bien étendre cette série lors de son 12e combat qui aura lieu samedi soir à domicile à Monaco, à la Salle des Étoiles. Un ring où le boxeur monégasque a déjà ses repères. Je crois que j'ai combattu 3 ou 4 fois déjà à la Salle des Étoiles en tant qu'amateur. Après le contexte est complètement différent. Là maintenant, déjà un professionnel et en plus pour un titre, ça ne me met pas plus de pression que ça puisque je suis super prêt. En fait, j'ai toujours été super prêt pour chacun de mes combats. Je prends aucun de mes combats à la légère. Mais celui-là encore moins, étant donné que c'est pour un titre et étant donné que mon adversaire est un très bon adversaire. Ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on est au courant du combat et de l'adversaire d'ailleurs. Donc ça fait autant de temps qu'on se prépare et qu'on se focalise sur ce gars-là et on est fin prêt. Il me reste maintenant 4 jours. Enjeu du combat, un titre majeur, la ceinture européenne IBF chez les super légers. En face de lui, un boxeur expérimenté et redoutable, l'Irlandais Sean McComb, 33 ans, une fiche de 20 victoires pour 2 défaites. L'actuel détenteur de la ceinture, un boxeur légèrement plus grand qu'Hugo. Il est vrai que je suis grand pour ma catégorie. Il est vrai qu'en professionnel, si j'ai déjà rencontré un adversaire aussi grand que moi ou plus grand que moi, c'est déjà arrivé à mon 8e combat. Après cet adversaire-là, il est plus grand que moi, il est gaucher, c'est notre difficulté entre guillemets, qui n'en est pas une pour moi vis-à-vis du fait que je suis gaucher aussi, en réalité. J'écris en gaucher, je fais tout en gaucher, sauf que je boxe en droitier. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était que étant gaucher de nature, j'ai moins de difficultés que les boxeurs droitiers qui rencontrent des gauchers habituellement, où ils comprennent absolument rien à ce qui se passe, puisque c'est un peu un monde différent. Moi, étant gaucher, j'ai l'impression de comprendre un peu la boxe de mon adversaire. Rendez-vous donc samedi pour le plus gros défi de la carrière pro d'Hugo Mikalev, à qui on laisse le mot de la fin. Le combat de rêve, ça serait de gagner par KO, évidemment. Gagner, c'est notre objectif principal et notre but à court terme. Mais gagner par KO, c'est vraiment ça sera la confirmation, sur confirmation encore. Et notez que ce combat sera à suivre en direct sur l'antenne de Monaco Info, commenté par Delia Criel et Damien Seigle. Rendez-vous à partir de 19h ce samedi 6 décembre. Au même moment, vous pourrez retrouver votre JT sur le compte YouTube de Monaco Info. Toujours en sport, l'AS Monaco Rugby a eu l'honneur d'accueillir jeudi dernier, dans son clubhouse, une véritable légende du rugby français, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Jean-Pierre Rive, invité par le président du club, Thomas Riquet. Il est venu partager son expérience aux joueurs et leur transmettre les valeurs du rugby. Écoutez-les tous les deux au micro de Gaëtan Lebrun.
Cette soirée s'intercale entre deux événements sportifs importants puisqu'on est sur une victoire dans le derby, une victoire chez le premier de poule vaincu la semaine dernière et ce week-end c'était off, donc comme c'était off on a intercalé une soirée partenaire, une soirée de partage, une soirée parce qu'on sait que dans le rugby il y a autre chose que le simple terrain, donc c'est un moment aussi où on peut remercier nos bénévoles et rassembler toute la communauté rugby qui se rassemble aujourd'hui non pas au stade mais dans un endroit un peu historique de la SM Omnisport, donc on reçoit une grande personnalité de notre sport qui est à la fois un artiste mais aussi un joueur reconnu de l'équipe de France, Jean-Pierre Rive, qui nous fait l'honneur cette année d'être président d'honneur du club et qui a un lien particulier avec la principauté et qui a surtout un lien particulier avec le rugby et les valeurs qu'il représente. C'est une histoire de rugby, une histoire d'amitié et de copains. Voilà, ça s'est passé tout simplement. On m'a demandé de venir ici. Il y a longtemps que je n'ai pas mis vraiment les pieds dans un club et je suis très content de recommencer un petit peu. Moi j'aime beaucoup le Prince parce que quand on était jeunes ensemble, on s'est croisés quelques fois et ça a toujours été très agréable. Et voilà, je sais qu'il aime beaucoup le sport en général et le rugby en particulier. Que si je peux l'aider à lui et aider le club de quelque manière que ce soit, ça sera un grand plaisir. J'ai mis les couleurs, je me suis remis un peu dans la vie de club et j'espère surtout que Monaco va être un grand club de rugby et que dorénavant il faudra compter avec eux, j'espère. Voilà. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup de petits garçons et même de petites filles qui jouent au rugby ici. Il faut absolument les encourager. Monaco Télécom a également reçu une visite exceptionnelle hier après-midi dans sa boutique de Fontvieille, celle de Valentin Vachereau, le tennisman monégasque tout juste vainqueur du tournoi de Shanghai et quart de finaliste à Paris en Masters 1000, a offert une séance de dédicace. Une bonne surprise qu'ont beaucoup apprécié ses supporters présents, comme vous le voyez sur ces images. Et puis avant de refermer ce journal, notez cette information. L'IM2S, l'Institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport, va moderniser ses infrastructures techniques et sera donc exceptionnellement fermé du 5 décembre au 8 décembre inclus. Cela vaut également pour le service des urgences. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un très court instant, ce sera la météo présentée par Christinda Petit-Homel. Demain à 19h, vous retrouverez Sarah Nkari pour un nouveau journal. Je vous laisse sur les retours en images des célébrations de la Sainte-Barbe, la sainte patronne des pompiers aujourd'hui. Les clichés sont signés Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à bientôt. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera couvert avec des températures autour de 8 degrés. Dans l'après-midi, une nette amélioration. Le soleil fera enfin son retour et les températures monteront jusqu'à 16 degrés. Nous fêterons les Gérald et à cette occasion, une petite anecdote. Le prénom Gérald vient du germanique ger qui veut dire la lance et wald qui veut dire gouverner. Autrefois, il désignait celui qui gouverne avec la lance, symbole de force et de leadership. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.